Salam alaikum Azul, bonsoir. Les campagnes de vaccination anti-Covid dans le monde entier sont d'une certaine façon appréhendées un peu comme des campagnes militaires, avec tout ce que cela suppose de stratégie, d'organisation, de logistique, de rationalisation dans l'utilisation des moyens humains, de choix du vaccin approprié, des moyens de sa conservation, de hiérarchisation des priorités des populations à vacciner et de feedback qui puisse permettre de corriger les effets pervers. Tout simplement et en l'occurrence parce que c'est d'une véritable guerre qu'il est question aujourd'hui contre un ennemi invisible et particulièrement ravageur, qui menace la sécurité nationale et qui risque de décimer la population. Voilà pourquoi une telle campagne de vaccination est un peu comme une campagne militaire en temps de guerre. En France, par exemple, les obligations vaccinales sont prévues par le Code de la santé publique, des dispositions qui ont force de loi et qui ne peuvent être modifiées que par l'habituel processus législatif. Elles ne peuvent être modifiées qu'en passant par le Parlement. Pour ce qui est de la campagne vaccinale contre la Covid dans ce pays, tout a été minutieusement préparé, élaboré, dans les moindres petits détails, jusqu'à la phase post-vaccinale et y compris la prise en charge des accidents vaccinaux. Les populations prioritaires, celles qui doivent être vaccinées en priorité, doivent être définies avec un grand détail, non seulement pour des raisons de morbidité particulières, mais aussi pour celles des populations professionnelles présentant une exposition accrue au virus. En Algérie, c'est la cacophonie, l'anarchie, les déclarations contradictoires, les promesses non tenues du propre président de la République, la prise de décision non concertée, l'absence d'une véritable stratégie, d'une véritable base de données, de protocole général sur l'organisation et les logistiques. Rien. Brouillard total sur l'évaluation des besoins pour déterminer le nombre de doses à commander. Invisibilité sur les potentiels et sur les possibilités de les corriger. Rien n'a filtré non plus sur ce qui devrait être entrepris dans les régions et les wilayas, ni sur les logistiques qui leur auront été dédiées de façon détaillée. Tout ce qu'on sait, tout ce qui est audible, et cette cacophonie qui n'en finit pas d'étonner les Algériens. Ces déclarations contradictoires au plus haut sommet du secteur de la santé et ces promesses non tenues sur des délais qui ont été très largement dépassés. Rappelez-vous, M. Tebboune nous avait promis un début des opérations au 1er janvier. Le 1er janvier est passé. Et le pays n'a même pas réceptionné une seule dose de vaccin. C'est dire. Et ça promet bien pire pour la suite. Mais je vais vous lire le tweet publié par M. Tebboune le 20 décembre 2020. Je le cite, je traduis. « J'ai instruit le Premier ministre à l'effet de présider sans délai une réunion avec le comité scientifique de suivi de l'évaluation de la pandémie du coronavirus en vue de choisir le vaccin adéquat anti-Covid-19 et de lancer la campagne dès janvier 2021. »
Vaccination en Algérie dans l'improvisation. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, Karim Kebir, journaliste depuis Alger, Mohamed Lamine Chiban, médecin depuis Alger, Aziz Mouatz, universitaire, journaliste, auteur depuis Mostaganem. Et nous allons commencer avec Karim Kebir qui nous a demandé de le libérer assez tôt. Karim Kebir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Jamal et bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne. Merci Karim. Alors Karim, la vaccination, M. Tebboune qui nous promet un vaccin dès le 1er janvier, on attend toujours. On ne sait rien, ni comment ils ont choisi ce vaccin, ni pourquoi, ni quand ils vont commencer à réceptionner, ni qui a décidé de ces quantités, ni s'ils vont les recevoir comme prévu, etc. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, vous, Karim Kebir, vous, le journaliste à Alger, sur cette histoire de campagne de vaccination? Écoutez, de toutes les façons, si on revient un peu en arrière, après c'est-à-dire le chef de l'État avait soi-disant donné des instructions à ce que le vaccin se fasse au mois de janvier. Mais là, on est à la fin du mois et force est de constater que ni le vaccin n'est arrivé, encore moins, ni nous savons les quantités qu'ils vont recevoir. Tout se passe en fait pratiquement dans l'opacité la plus totale. Nous avons l'impression, d'ailleurs, tout le monde a pu constater que ces dernières semaines, quand même, il y avait une espèce de cacophonie autour de la date, soi-disant, de l'arrivée de ces vaccins. Il y avait, on se rappelle, le porte-parole Forar qui avait même annoncé que c'était pour la semaine passée, avant qu'il soit rappelé à l'ordre le lendemain par un communiqué du ministère. Oui. Donc il y a cette espèce de cafouillage dont on ignore exactement les raisons. Est-ce que parce que la Russie n'est pas, c'est-à-dire n'est pas encore disposée à satisfaire son engagement, puisqu'il y a beaucoup de pays qui ont commandé donc le vaccin. Et la seconde chose, nous ne savons pas aussi, est-ce que, en tout cas pour ma part, hein, je pense qu'il y a beaucoup plus un aspect politique dans le traitement de cette question, parce que nous avons l'impression qu'ils veulent tirer quelques dividendes politiques de ce vaccin, c'est-à-dire de laisser la primauté peut-être de l'annonce ou à hautes autorités du pays. En attendant, ils sont en train de meubler, donc essayer de meubler un peu essayer de rassurer un peu l'opinion. Mais eux qui sont dans une concurrence un peu malsaine, qui prête à rire parfois avec une concurrence avec le Maroc, et ils ne nous disent pas que notre voisin marocain aurait, ça reste au conditionnel, déjà réceptionné 2 millions de doses. Oui, ça c'est des conséquences encore une fois de certaines positions, j'allais dire dogmatiques. Et en fait, nous avons l'impression qu'il y a encore cette conception résiduelle, en tout cas, d'un alignement sur la Russie au détriment de l'Occident. Donc, on fait toujours ce que fait le concurrent. Donc, à partir du moment où les Marocains ont choisi un vaccin occidental, donc forcément... Les Marocains ont choisi un vaccin britannique fabriqué par l'Inde. Le vaccin AstraZeneca, c'est ça? Oui, mais voilà. Ce que je peux vous dire, Jamal, c'est que encore une fois, selon des informations que nous avons pu avoir, mais comme toujours, qu'il n'est pas toujours facile de vérifier. Mais la décision de l'Algérie est beaucoup plus politique qu'autre chose.
c'est vrai qu'ils n'ont pas, il se dit qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour tenir quand même concurrence avec les pays occidentaux dont tout le monde a vu, qui se sont partagés pratiquement les vaccins produits chez eux, mais en même temps, c'est que la décision elle a été faite quand même par un volet politique. D'ailleurs, il y a beaucoup de médecins ici en Algérie en ce moment euh, ils ont du mal à le dire publiquement, mais en tout cas, ils sont mécontents à ce que les politiques prennent le pas sur, soi-disant, les scientifiques et les gens qui doivent être, enfin, qui doivent gérer toute cette question et toute c'est-à-dire tout ce qui est relatif à la pandémie et sa prise en charge, notamment en ce qui concerne la vaccination et les choix du vaccin. Même si par ailleurs ils nous disent, on sait tous qu'ils ont mis en place, soi-disant, un comité qui est chargé de tout ça, mais tout le monde sait que en fait ce sont les politiques Mais justement, au sujet de ce comité dont l'appellation, c'est vraiment une appellation à rallonge, hein, c'est incroyable. Comité scientifique du suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, c'est donc son porte-parole est le docteur Jamel Fourar. De quoi il est chargé au juste, ce comité de suivi, etc. Jusque-là, justement, vous l'avez bien noté, Jamal, c'est une dénomination, mais qui ne répond à absolument rien dans la réalité, puisque les Algériens ignorent tout réellement de la réalité de la pandémie dans leur pays. Absolument. Parce que le docteur Fora, celui qui est chargé en tout cas de donner le bilan quotidien, il ne fait que donner donner des chiffres, mais qui ne veulent absolument rien dire. Parce qu'ils ne nous ont jamais expliqué, par exemple, pourquoi dans certaines wilayas, il n'y a pas de personnes contaminées et pas d'autres, et comment il évolue, c'est-à-dire les sujets les plus touchés, ainsi de suite. Donc vous avez des chiffres quotidiens, mais qui sont froids sans plus. Donc il y a... Et lui-même, ce comité, il les tient de qui, ces chiffres? Est-ce que le docteur Fourar a fait des révélations sur les sources des chiffres qui lui sont lui-même communiqués et qu'il n'est chargé que de communiquer sans autre forme de commentaire? Oui, il s'appuie sur les statistiques qui leur sont fournies par les établissements publics. Mais il y a quelques mois, tout de même, nous avons pu relever, en tout cas au sein, nous, en tout cas dans les médias, nous avons pu relever quand même que parfois dans certaines wilayas, le chiffre communiqué par les directions de santé des wilayas dépassait celui annoncé au niveau national par le comité. Donc, d'accord. Au niveau local, les chiffres communiqués ne sont pas ceux qui sont centralisés. Absolument. Parfois, vous avez, par exemple, dans une wilaya donnée, la direction de la santé peut vous communiquer un chiffre, mais qu'on ne retrouve pas au niveau national. Donc, la centralisation, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait un peu cette polémique autour du traitement par la presse de cette question de la pandémie. Et puis, vous avez le ministère qui a pondu un communiqué pour mettre en garde même les médias, soi-disant. Donc, ils ont tous centralisé à leur niveau. Ils ne communiquent que sur les cas traités par les établissements publics. Donc, ce que traitent les établissements publics ne sont pas pris en compte. Donc, nous n'avons pas tout à fait une réelle photographie de la situation épidémique dans... Mais Karim, les statistiques étant ce qu'elles sont en Algérie, puisque même le gouvernement n'a pas les moyens d'aller chercher dans les statistiques, puisque les statistiques n'existent pas. À force de cultiver l'art du secret pour vouloir tout cacher au peuple algérien, ils ont fini par étouffer la statistique. Il n'y a plus de statistiques à proprement dire en Algérie, au point où un ami journaliste m'a confié, il n'y a pas longtemps, il m'a dit la seule solution qui nous reste aujourd'hui de savoir ce qu'il en est en guise de mortalité Covid, c'est d'aller faire des moyennes dans les cimetières de toute l'Algérie, par wilaya,
d'avoir les chiffres et de les comparer à l'année précédant le Covid, l'arrivée du Covid. C'est le seul moyen pour nous de savoir s'il y a une augmentation de décès et donc de pouvoir suivre une certaine courbe. C'est incroyable d'en arriver là. Absolument. Et Jamal, même nous, au niveau de la presse, je pense que vous connaissez un peu la situation, la manière comment on est, enfin, le contexte dans lequel on évolue. Donc, c'est-à-dire, même la presse, elle n'a pas fait tout à fait le travail qui était le sien. Mais encore faut-il, vous comprenez bien les entraves et les difficultés pour faire un travail assez poussé, par exemple au sein des hôpitaux, et faire une enquête avec des médecins qui vont assumer des propos, qui vont vous fournir des chiffres. Donc c'est pour ça que nous n'avons pas une réelle photographie de la situation épidémique et nous ne savons que très peu de choses, c'est-à-dire exclusivement ce qui est donné par les autorités publiques. Mais je pense que la réalité dépasse ce qui est annoncé, que ce soit en matière de prise en charge ou en matière de nombre de contaminations. Et quel est le sentiment des Algériens à l'endroit de la vaccination? Est-ce que les Algériens adhèrent massivement à l'idée de se faire vacciner? Est-ce qu'il y a une crainte, une appréhension, des doutes? Pour le moment, je pense que le débat n'est pas encore, ce n'est pas comme en Occident, il n'est pas encore arrivé. Bon, il y a certains qui souhaiteraient quand même qu'il y ait ce vaccin, mais il y a d'autres en même temps qui s'interrogent un peu. Vous connaissez un peu la mentalité des Algériens, ils sont un peu méfiants. Parfois, il y a des considérations religieuses, parfois il y a des considérations qui sont liées au choix du pays d'où provient le vaccin. Je vous apprends rien que par exemple, même dans d'autres choses, les Algériens ne sont pas très... ils font pas très confiance aux produits qui viennent de Chine, par exemple. Donc, c'est pour ça que... Donc le débat n'est pas encore engagé autour de cette vaccination, mais plutôt les gens, pour le moment, ils sont en train de... Et est-ce que les moyens déployés pour la campagne de vaccination sont visibles? Est-ce qu'on voit déjà des centres se préparer, les personnels, les moyens, la logistique, les véhicules, les moyens de congélation, les moyens de déplacement du personnel pour permettre une permanence, les inscriptions des personnes en priorité, celles du troisième âge, les personnels médicaux, paramédicaux. Est-ce que tout ça a été mis en place? Est-ce que c'est déjà visible ou est-ce qu'il n'y a rien? C'est encore dans le stand-by? Selon les affirmations des autorités publiques et selon en tout cas ce que rapportent les médias publics, même chez nous dans la presse, c'est-à-dire sur nos correspondants, beaucoup de wilayas se sont préparés, soi-disant, ils annoncent comme quoi que même l'Algérie a des traditions dans la vaccination. Donc de ce côté-là, soi-disant, les choses avancent très bien. Mais en termes de faisabilité, si vous prenez l'avis de certains professeurs de médecine qui sont exprimés justement dans les médias, ils vous disent que la situation ne sera pas facile. On ne peut pas d'abord vacciner beaucoup de monde assez rapidement. Et par exemple, même au niveau des structures, il y a certains qui proposent par exemple qu'il faut qu'il y ait ce qu'ils appellent eux les vaccinodromes. Donc c'est créer des espaces dédié exclusivement à la vaccination. En plus, sur le retard, nous ne savons pas quand ce vaccin va arriver. Donc, tout ça... Et dans le meilleur des cas, si le vaccin arrive comme prévu et de façon massive, il n'y aura que 500 000 doses. C'est le maximum qui a été commandé. Donc, il n'y en aura pas pour tout le monde de toutes les façons. Et puis, il faut aussi définir les catégories prioritaires, qui sont prioritaires. Ouais. Et ça, il y a aussi le travail qui doit être fait en direction de la CNAS. Parce que... Et selon le journal Le Point, le journal français Le Point, cette opération de priorité n'a pas encore été faite par le régime algérien. Probablement, bien sûr. Vous savez, l'exemple le plus simple, c'est par exemple comment définir, comment quantifier le nombre de personnes qui sont atteintes des maladies chroniques, qui sont prioritaires dans la vaccination. Les maladies chroniques, les médecins, les infirmiers, les infirmières, ça veut dire que le corps médical et les maladies chroniques,
ils sont de très, très, très loin supérieurs aux 500 000 doses commandées. Absolument, absolument. C'est dire hein, Et donc, que les maladies chroniques, je ne sais pas combien de millions ils sont en Algérie, donc les petits 500 000, ils ne vont pas suffire du tout, du tout. voilà, et donc on ne saura pas comment. Et puis il y a aussi le choix de quels sont les wilayas qui sont prioritaires. En même temps, comment définir, c'est tout ce travail qui Absolument. doit être fait. Donc, c'est Et pas puis les évident rappels, Karim, les rappels. Absolument. Ça veut dire qu'il y a 500 000 doses, mais s'il y a 500 000 doses, il faudra déjà pour les mêmes personnes commander 500 000 rappels. Donc c'est dire que la tâche est ardue. Absolument, absolument. Donc, donc pour le moment, nous ne savons absolument rien concernant cette campagne de vaccination. Merci Karim Kabir. Merci, bon courage Jamal. Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir. C'est dire, hein, quand la presse de la capitale, Karim Kabir travaille dans un grand journal à Alger, ne savent pas ce qui se passe. Vous imaginez un peu la situation. Alors, nous allons d'abord écouter le docteur Jamal Forar, porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Et puis, nous allons recevoir nos autres invités. On a commencé la campagne de vaccination en janvier. Dès que nous allons recevoir les vaccins dans quelques jours, peut-être dans 2-3 jours, dans une semaine, nous allons commencer. Nous sommes prêts et nous avons donc mobilisé toutes les structures de santé, de proximité, les autres structures mobilisables également. Le personnel est mobilisé et identifié au niveau des différentes wilayas. Les endroits où nous allons stocker de manière sécurisée les vaccins sont identifiés. Les personnels de santé, donc les personnes de santé, les priorités, hein, donc les personnels de santé, الناس اللي عندهم مهنة استراتيجية، الناس الكبار اللي عندهم 65 سنة فما فوق، والناس اللي عندهم أمراض مزمنة، وثم الناس اللي عمرهم 18 سنة فما فوق. Cette vaccination n'est pas obligatoire, elle est recommandée. C'est justement notre travail et votre présence ici, c'est de sensibiliser la population sur les bienfaits et l'intérêt de la vaccination. L'enveloppe mobilisée à cet effet a été donnée par Monsieur le Premier ministre, c'est 15 milliards de dinars pour l'acquisition de la première tranche de vaccins. Et il avait dit qu'également cette enveloppe pourrait atteindre 200 milliards de dinars. Nous allons avoir avec nous le docteur Mohamed Lamine Chiban, médecin, et Aziz Mouatz, universitaire, journaliste, auteur. Mohamed Lamine Chiban, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Jamal Eddine. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, bonsoir à vous et mes salutations à tous vos proches collaborateurs et un grand salut à la chaîne Aures TV. Merci beaucoup. Cette chaîne qui est l'ami des Algériens. Ils n'ont pas ado des Algériens. Contrairement à ce qu'avait dit M. Ouyahia. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Alors, voilà, nous venons d'écouter M. Forar. On va commencer à traiter de certains points de cette campagne de vaccination ou de cette politique vaccinale. Comme ils disent, hein, ils aiment les grands mots, les mots qui renflent. Alors, ils nous parlent de priorité des gens par rapport à leur âge, par rapport à leur profession, comme certains médecins, comme les médecins, les personnels paramédicaux, comme les gens atteints de maladies chroniques. Or, tous ces gens, si on les prend comme ça de façon globale, représentent plusieurs millions. Que les maladies chroniques à elles seules représentent plusieurs millions. Et donc, que pourraient faire les 500 000 doses qui arrivent en comptant les vaccins et les rappels, sachant que les 500 000 doses ne sont pas arrivées et qu'il est fort possible qu'elles n'arrivent pas en une seule fois. On parle même d'arrivage par 10 000 15 000 doses à la fois. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Mohamed Lamine Chiban? Oui, si Jamal Eddine, permettez-moi encore une fois de présenter une sincère condoléance à tous ceux qui nous ont quittés et grand respect à tous ceux qui luttent encore parmi le corps soignant, médical, et qui sont à la ligne de feu. Si Jamal Eddine, est-ce que vous savez que nous avons atteint 30 000 décès? Je vous donne quelques chiffres. 30 000. Nous sommes
30 000 décès. Ce sont les décès annoncés de façon officielle. De façon, voilà, tout à fait, de façon 30 000. officielle. Et nous avons dépassé les 106, nous avons dépassé les 100 000 contaminés. Attends, Absolument, ceux qui ont été contaminés, plus de 100 000. plus de 100 000. Alors, et le personnel médical et paramédical? À 150 morts. 150. Et la plupart, sans faire de distinction, ils sont du corps libéral. Il faut le dire, voilà. C'est incroyable. Bon, Rabbi yarhamham, Rabbi yarhamhum, Rabbi yarhamham, Allah yajazihim, tout pour tout le bien, à fait. pour leur dévouement et leur tout sacrifice. à fait. كل التقدير والاحترام للطاقم الطبي اللي راهو واقف يعني صراحه يعني هذا الطاقم الطبي ce corps médical qui a été il n'y a pas si longtemps matraqué par les pouvoirs. Massacrés par les CRS du régime. Voilà, pour avoir osé revendiquer des conditions dignes. Voilà. وربي يرحم كل جميع من توفى من هذا المرض هذا وتعازينا لأهلهم nos condoléances à leur famille. Mais Tout à fait, et quand on compare au boulot Rabbi yarhamna, parce que quand on voit qu'au Mexique ils sont à 150 000 morts. Oui, mais il faut dire une chose pour un peu remettre les choses à l'heure, parce que le régime est en train de fanfaronner et de pavaner, comme quoi il maîtrise parfaitement la situation. Il faut rappeler que l'Afrique n'a pas été touchée par le Covid. Toute l'Afrique n'a pas été touchée quasiment par le Covid, ou relativement peu touchée, comparé à d'autres continents, et que c'est tout naturel. Les médecins sont en train de faire des recherches scientifiques très intenses pour essayer de comprendre pourquoi les Africains n'ont pas été frappés de plein fouet comme les autres continents. Mais je vous laisse poursuivre. Tout à fait, bien qu'en Afrique, il y a quand même 3 pays qui sortent du lot. L'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria et le Maroc. Le Nigeria et le Maroc, bien sûr l'Égypte. Ah, le Maroc a été touché? Ah oui, justement. D'accord. Oui, il est classé parmi les 3 pays qui sont les plus touchés en Afrique. Eh ben, voilà. Et donc, quand on se compare au Mexique, 150 000 morts, ou en Europe à 500 000 morts, et quand Joe Biden parle il prévoit 500 000 décès pour les États-Unis. 500 000 décès. 500 000 décès. Alors qu'au début de la pandémie, Trump avait dit je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle, que les États-Unis vont avoir 100 000 à 150 000 morts. Au tout début, il avait annoncé qu'il avait prédit 100 à 150, et là, Biden parle de jusqu'à 500 000 morts. Beaucoup plus que la guerre du Vietnam. Beaucoup plus que la guerre du Vietnam. C'est dire, hein. C'est dire que c'est une véritable guerre. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas lieu de minimiser ou de considérer que c'est une grippe comme une autre. Ou, réellement, c'est quelque chose de terrible, de terrifiant. Nous ne voulons pas faire peur aux gens, bien sûr. Peut-être même que... Oui, je vous en prie. Nous avons déjà dépassé la grippe espagnole, à 2 millions de décès. 2 millions. 2 millions. Oui. C'est incroyable. Hein. 2 millions. Mais alors, ces 500 000 doses, à supposer qu'elles arrivent. Hein. Monsieur Tebboune nous avait promis pour le 1er janvier. Cela n'a pas été le cas. Nous sommes à la fin de janvier. À supposer que les 500 000 arrivent, les 500 000 doses. Quand on pense que certains pays européens sont en train de recevoir 130, 120 millions de doses, qu'est-ce que pourraient faire les 500 000 doses si tant est qu'elles arrivent et qu'elles parviennent à être injectées aux gens qui auront été décidés prioritaires, jugés prioritaires? Il est à rappeler que le professeur Riyad Mahyaoui, qui est membre du comité de suivi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Jamel, comité de suivi, comité scientifique, tout ça, et il avait déclaré au tout début à PSA que c'était au courant du 2e ou 3e trimestre, 3e semaine du mois de janvier. Là, on arrive à fin janvier, on n'a rien reçu encore. On n'a absolument rien reçu. Il y a eu plein de déclarations contradictoires. Vous vous rappelez quand un membre du comité avait dit que les vaccins seront gratuits, que le ministre lui a répondu que personne ne sait si elles seront gratuites et que ceux qui ont avancé qu'elles étaient gratuites devra assumer ces déclarations. Puis ils sont revenus pour dire oui, elles seront gratuites. Ils passent leur temps à se contredire les uns les autres. C'est incroyable. Jamel Din,
quand d'autres parlent aussi qu'il n'y a pas d'urgence, qu'il ne faut pas s'alarmer, on prend tout notre temps pour la vaccination. Oui, oui, oui. Oui, ce n'est pas une question de temps. Elles arriveront quand elles arriveront. Et là, c'est un véritable cafouillage. C'est un véritable cafouillage. C'est désolant. Quand je vous cite, bon, le directeur, aujourd'hui, a déclaré le directeur général de l'Institut Pasteur qu'il est prêt à accepter, plutôt à stocker, plus de 10 millions de doses. 10 millions de doses. Oui. Ça, c'est la déclaration du docteur Derrara. D'accord. Bon, mais quand on voit ce cafouillage de la part de ses propres membres du comité de suivi, et quand on voit aussi que d'autres professeurs, éminents professeurs, qui ont le courage de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, et qui sont malheureusement très peu, dont, je cite le professeur Bouzid, qui est le chef de service d'oncologie du centre Thierry Marie Curie. Oui. Alors là, concernant ce dossier de la vaccination, je cite, je rapporte ce qu'il dit, il critique la gestion ahurissante. Oui. Gestion ahurissante du dossier de la vaccination. C'est dire, et c'est l'un des plus grands professeurs en médecine du pays, internationalement connu, et connu pour son sérieux et son courage. Voilà, c'est le professeur Kamel Bouzid, voilà ce qu'il dit. Il est vraiment stupéfait et il parle d'une gestion ahurissante. Ahurissante. Donc, je ne cite que les professeurs, certains professeurs qui ont osé dire la vérité. Hein. Voilà. Et quand M. Fourard, ou plutôt le docteur Fourard, dans cette vidéo que nous venons d'écouter, nous parle de sensibilisation sur les bienfaits de la vaccination, est-ce que vous avez vu, vous, médecins, une campagne de sensibilisation auprès des populations sur les bienfaits de la vaccination pour leur expliquer que c'est pour leur bien, pour leur expliquer comment faire, qu'il y a des vaccins, des rappels, qu'il y a un pourcentage de réussite, etc. Est-ce que vous avez entendu parler de cette campagne de sensibilisation? Wallahi, si jamais le dit, je n'ai aucun commentaire à faire. Il dit ce qu'il veut, il s'assume, mais ce qui est sûr, c'est que la population algérienne est vraiment réticente. Ouais. Quand on voit que pratiquement la moitié de la population française est encore réticente et refuse la vaccination, alors quand on parle comme ça, je ne sais pas comment il parle, mais ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Restez avec nous, Dr Mohamed Lamine Chibane, avec nous Aziz Mouatz. Merci d'avoir accepté notre invitation, Aziz Mouatz. Merci de l'invitation, si jamais. Merci. Alors, Aziz Mouatz, d'abord, comme ça, votre sentiment sur cette campagne de sensibilisation, de cette politique vaccinale, de ces déclarations qui tiraillent dans tous les sens jusqu'à se contredire. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? À l'évidence, comme les vaccins ne sont pas là, je ne vois pas l'intérêt de faire une campagne de sensibilisation. Ça serait vraiment contre-productif. Je parle pour l'Algérie. À l'évidence aussi, il y a un vrai problème de gouvernance. Parce que tout le monde sait que depuis pratiquement le mois d'octobre, le président de la République est absent. Malheureusement, il est malade. Mais cette absence-là, à mon sens, on a un pilote qui manque. Le cockpit Algérie. Et je pense que c'est de là que découlent tous les problèmes, parce que quand il n'y a plus de pilote dans l'avion, l'avion il est en pilotage automatique, il va atterrir où il voudra, hein, c'est une évidence. Il faut d'abord régler le problème, et on ne veut pas en entendre parler, il faut d'abord régler le problème de la gouvernance de ce pays. Quand on aura réglé le problème de la gouvernance, je rappelle que en matière de politique de vaccination, l'Algérie a été un modèle pendant très longtemps, grâce à le professeur Gringo qui vient de nous quitter. Le professeur? Il y a un mois ou 50 jours. Gringo. Il est connu par tous les épidémiologistes du monde, c'est un spécialiste, il a fait des merveilles. L'Algérie possédait un logiciel qui permettait de suivre la vaccination des enfants qui soient nés à Tamanrasset ou qui soient nés à Al-Qala. Et on avait un logiciel, ils étaient rappelés, ils étaient répertoriés, on les appelait, on leur disait, vous êtes nés à Tataouine, maintenant vous venez, vous êtes vaccinés. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été mis en place à partir de Moussa Ghanem, grâce au docteur Allel Louzani,
qui a fait un vrai logiciel et qui a été ensuite appelé pour l'affaire du Nicaragua, qui a fait l'Afrique de l'Ouest au titre de l'OMS comme expert. Donc, on n'a pas du tout ce souci. L'Algérie. Et je présume que ce logiciel, que cette application n'a plus cours aujourd'hui. Sabi ou بالعربية, Ivac, c'est vaccin. C'est un logiciel qui a parfaitement fonctionné. Qui ne fonctionne plus? Ah, ça, je ne sais pas. Franchement, je ne pourrais pas vous le dire. Mais il a été mis en place. Je vous dis, un enfant qui est né à Moussaganem, à Bouguerat, son père et sa mère sont déplacés à Sougaras. Quand il a un rappel à l'âge de 12 ans, à l'âge de 12 ans, le logiciel va l'appeler, il va lui dire, il est répertorié, on va lui dire, le rappel. Ça ne ressemble vraiment pas à notre pays, ça. Ah, ça a été fait, hein, ça je vous assure. Non, je vous crois, mais je vous crois et je suis admiratif. Je vous donne des noms de personnes. Le docteur Allal Ouzani est encore là à Moussaganem. Il a fait, je vous dis, c'est des informations les plus officielles et les plus sérieuses. Il a fait le Nicaragua quand il y a eu l'épidémie, le tremblement de terre au Nicaragua. Et il a été aussi, il a travaillé au titre d'expert de l'OMS au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il a travaillé sur Ebola, il a travaillé sur d'autres épidémies. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Le corps médical algérien est un corps médical qui est vraiment aussi performant que les autres corps médicaux des pays avancés, c'est une évidence. Le système de santé, c'est une autre affaire. Alors d'abord, oui, poursuivez, je vous en prie. Allez-y. Cette politique vaccinale, comme ils disent, très opaque, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe, on ne voit rien bouger. Par exemple, vous venez ici en France, c'est incroyable tout le travail, ça se voit de très loin. Ils sont en train de penser au moindre détail, tout mettre en place, calibrer au millimètre, même les priorités. Par exemple, personnes du troisième âge, ils ne se contentent pas de dire personnes du troisième âge. Ce sont des tranches d'âge. On commence par celle-là, puis on ira vers celle-là. Et dans les tranches d'âge, il y a aussi les maladies chroniques. Les tranches d'âge qui ont des maladies chroniques, les tranches d'âge sans maladies chroniques. Ils poussent très loin la hiérarchisation des priorités, mais pas seulement. Tout est mis en branle. C'est un véritable dispositif. Vous croiriez en guerre mondiale, alors que chez nous, on ne voit rien bouger, sauf des déclarations contradictoires et des mensonges, comme celui de M. Tebboune. Je vous parlerai, si vous voulez, de ce qui a été fait en France, parce que la plupart des Algériens et des familles algériennes sont branchés un peu sur ce qui se passe dans les médias français. Oui. Bon, franchement, on ne peut pas dire que ça a été une réussite totale. Ça a été, à mon sens, ça a été un échec. On peut l'expliquer. L'attitude de la France, c'est une attitude de renfermement sur soi. C'est un grand échec de l'Institut Pasteur. Vous imaginez Pasteur, l'inventeur du vaccin, de la vaccination, son propre pays qui n'arrive pas à produire un vaccin. Il y a eu des erreurs stratégiques qui ont été commises par le gouvernement français, et c'est parce qu'il y a eu une opinion publique qui s'est mobilisée, parce qu'il y a eu vraiment... la France a été, il y a à peine 10 jours, si jamais le dire, l'un des derniers pays au monde. En matière, pendant une semaine, ils ont eu 330 vaccinations. Il y a eu ce sursaut parce qu'ils ont changé complètement de paradigme. Ils se sont rendus compte que les boîtes françaises, Pasteur et Sanofi, n'allaient pas produire de vaccins, alors que tout était focalisé sur ces deux boîtes, qui de toutes les façons ont fait leurs preuves par ailleurs. Elles ont raté le coche, elles ont lamentablement échoué dans la production de vaccins. Et ce matin, le patron de Sanofi vient nous dire calmement, bon voilà, nous serons prêts à donner un coup de main à Pfizer pour produire 100 millions de doses. Oui, mais moi, Aziz Mouatz, si j'ai pris la France en exemple, c'est pour parler de la politique de vaccination, pas pour rentrer dans ces détails de ils ont produit, ils n'ont pas produit, pourquoi, c'est un autre sujet. Moi, je suis en train de vous parler de la façon avec laquelle ils appréhendent la campagne de vaccination et comment ça se passe. Rien à voir avec ce qui se passe chez nous. C'est calibré, c'est sérieux. Chez nous, le problème, si j'avais le dire, c'est qu'il n'y a pas de campagne de vaccination. Et ben voilà, les justement. vaccins ne sont pas là. Justement. Mais tant que les vaccins ne sont pas là, et c'est là le problème, le drame, il est à ce niveau-là. Mais on se prépare avant que les vaccins n'arrivent. Parce que c'est une question de logistique, d'organisation, de stratégie.
c'est Jamel Din. Moi, je vous dis franchement, Oui. en dehors de Pfizer, parce que ça demande quand même des moyens d'équipement un peu sophistiqués, il faut les garder à moins 70 degrés. C'est possible pour les grandes villes, comme Alger, Oran, Constantine, les moyens existent. Hein. Il y a de la carboglace et puis il y a des congélateurs. Je pense que le pays est doté de ces structures-là. Ça ne devrait pas poser de gros problèmes. Mais pour utiliser ce vaccin à grande échelle au niveau des grandes étendues. Mais ce n'est pas le cas puisqu'ils ont opté pour Sputnik 5. Sputnik 5 n'a pas besoin de conservation à... Dans ce cas-là, écoutez, si c'est un vaccin, tout à l'heure, un de vos intervenants a parlé vous-même, vous avez parlé d'un rappel. Le rappel n'est pas absolument une obligation. Si on a le temps, on peut revenir là-dessus. Oui, le oui. rappel est utile pour certaines molécules, et notamment pour le vaccin ARN, parce que c'est la première fois qu'on l'utilise à grande échelle et qu'on a quelques appréhensions sur comment va fonctionner le système immunitaire. Je prétends connaître un petit bout sur la question. Donc, je comprends un peu les appréhensions. D'ailleurs, en Angleterre, ils ont décidé de repousser l'intervalle de 3 à 6 semaines, voire à 8 semaines. Et je pense que c'est pas inintelligent comme système. Le problème de l'Algérie, c'est que pour l'instant, officiellement, on ne sait pas quel vaccin on va avoir, ni quel pays va le fournir, ni en quelle quantité. Ils ont déjà commandé le Sputnik russe, le Sputnik 5. Ils ont déjà commandé, débloqué l'enveloppe financière pour commencer pour 9 millions d'euros. Ils ont commandé 500 000 doses pour un premier. Ça y est, c'est fait. Le contrat a été signé, c'est bon. Entre le Premier ministre algérien et le Premier ministre russe, puis entre les différentes structures, et les quantités ont été définies et réglées, et tout est bon. C'est Sputnik 5. 500 000, c'est epsilon. Alors le problème de la Russie, justement, c'est que la Russie, d'abord, c'est un immense pays, n'a pas prévu de produire des vaccins pour les marchés extérieurs, parce qu'elle sait pertinemment qu'aucun pays, pour des problèmes idéologiques, je vois mal, moi, les Français commander un vaccin russe, ou les Anglais, ou les Américains, ou même les Brésiliens. C'est une évidence. Il en est de même pour le vaccin chinois. Le vaccin chinois est aussi performant que le Pfizer. Le vaccin russe, Sputnik V, non pas. Il semble que non. Hein. Il semble que le vaccin chinois est loin d'être performant. Il avoisinerait les 60% d'efficacité. On n'a pas, mais même à 60%. Vous imaginez bien que si vous avez une réponse à 60% et que vous vaccinez 100% de votre population, vous avez atteint l'immunité générale, même à 60%. Franchement, c'est pas ridicule. Bon, c'est pas 97%, mais c'est pas ridicule, 60%. Alors, nous allons demander à Mohamed Lamine Chiban, cette histoire de rappel, vous pourriez confirmer que le rappel, de toutes les façons, n'est pas systématique, n'est pas obligatoire? Je salue vos invités. Merci. Je dois préciser que tous les vaccins qui sont donc commercialisés exigent qu'il y ait 2 doses. Tous les vaccins, que ce soit le Sputnik 5, que ce soit l'AstraZeneca, qui est un vaccin anglo-suédois, que ce soit le vaccin chinois, le Sinopharm, laboratoire Sinolab, que ce soit le Pfizer, mais là, ça dit que ce soit le Moderna, qui est le Pfizer, donc c'est le Pfizer BioNTech, qui est un vaccin américain et allemand. Pfizer américain et BioNTech, c'est allemand. Oui. Le Moderna qui est américain aussi, tous ces vaccins exigent justement 2 doses. Donc, mais ça diffère du point de vue intervalle. Quand vous prenez le Sputnik 5, quand vous prenez par exemple l'AstraZeneca, ça varie entre 4 à 12 semaines. Donc 4 à 12 semaines. Mais la plupart, c'est 4 semaines. La plupart, hein, c'est 4 semaines. Mais déjà, je pose la question. Si vous ramenez 500 000 doses, ça veut dire que vous allez vacciner 250 000 personnes. Puisque les 250 000 personnes que vous avez vaccinées vont être vaccinées au bout d'un mois. Absolument. Ça veut dire, quand on compte les doses, il faut les diviser par 2, en fait. Tout à fait. Donc, il faudrait que la personne qui va être vaccinée, au bout d'un mois, ترجع son vaccin. Mais يقولوا لهاش هو مازال ما جاش من الكلام là. Et si on dépasse la période de rappel, enfin la date butoir du rappel, est-ce qu'il faut refaire tout le vaccin?
Là, c'est la question. Justement, il n'y a pas assez de recul, si jamais. Ah, il n'y a pas de rupture. On ne connaît pas encore les effets. Et pourquoi cette population est vraiment réticente et beaucoup de chercheurs et beaucoup de professeurs, des Italiens, Français, sont contre la vaccination en elle-même. Contre la vaccination. Et tout à l'heure, si jamais le dire, je reviens à votre question. Quand vous m'aviez dit, est-ce que les autorités ont assez sensibilisé cette population? C'est ce que vous m'avez posé comme Oui, question. oui, Est-ce que la oui. population... Eh ben, et vous m'aviez dit que le docteur Fourard, c'est ça, c'est lui qui Oui, avait oui, dit c'est que la lui qui a population, annoncé c'était cela. que la campagne Bien. de sensibilisation allait être lancée. Or, on n'a rien vu de tout ça. Très bien. Alors moi, je réponds, bien que je vous ai dit que ça n'engage que lui-même. Oui. Je réponds par une déclaration du professeur Nassar Jijli, qui est chef de service pédiatrie au CHU d'Alger, Wachikoul, Oui. concernant la vaccination. Il parle de manque de transparence. C'est le moins opacité. qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on D'une puisse op- dire. Voilà, il parle d'une opacité dans la communication autour de la stratégie de vaccination en Algérie. Donc, il va plus loin. Le professeur Nassar Jijli, que je salue au passage, il dit « Personne ne sait exactement ce qui est en train de se passer. » Vous imaginez un peu? C'est incroyable. Mais Mohamed Lamine Chiban, en votre âme et conscience, vous, le médecin, si moi je venais vous consulter demain, je vous dis, docteur, je suis un peu hésitant et je sais quelle responsabilité va être la vôtre, puisque vous êtes sur des ondes et que des millions de gens vous écoutent. C'est-à-dire que je vous laisse le choix de ne pas répondre, hein, si vous le souhaitez. Je viens vous dire, voilà, moi j'hésite, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui considèrent que les premiers vaccinés vont être des cobayes, il y en a d'autres qui disent attention, il faut se faire vacciner parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde au moment où la pandémie va atteindre un pic. Qu'est-ce que vous me diriez, docteur Mohamed Lamine Chiban, vous me conseilleriez d'aller me faire vacciner ou d'attendre? En mon âme et conscience, Oui. patienter. Ah. Parce que déjà, c'est selon le profil du patient. Il y a tout à l'heure, dans mon cabinet médical, une patiente est venue me voir et en parlant de vaccination, elle m'a dit jamais. Elle m'a dit jamais je ne serai vaccinée. Est-ce qu'il ne serait pas plus sage de dire, attendant de voir, de prendre un peu de recul, de voir ce que vont être les premiers effets? C'est un peu égoïste hein, par rapport à ceux qui vont aller au charbon les premiers, mais je préfère être dans l'attentisme que dans le déni total, je crois, non? L'Institut Pasteur en France a stoppé le développement. Elle avait programmé donc faire un vaccin, Oui. et puis donc elle a décidé. L'Institut Pasteur en France a décidé donc de stopper les expériences. Donc, vous savez, là, c'est encore, nous n'avons pas assez de recul. Et je pense que nous avons beaucoup politisé ce dossier-là. Il est vrai que il y a des chercheurs qui sont pour la vaccination, pour l'immunité collective, mais il y en a d'autres qui sont vraiment, ils sont contre. Donc, cher ami Jamal Eddin, moi, sincèrement, en mon âme et conscience, je dirais à mon patient, C'est très très clair. Mais pourquoi docteur Mohamed Lamine Chiban, pardon de vous interrompre parce que c'est très important aussi, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de prise de position éthique des médecins, en tant que globalité médicale, sur la question plutôt que de recevoir des avis, des opinions contradictoires, des médecins qui font des vidéos pour nous dire « allez vous faire vacciner, c'est un moindre mal ou c'est un pis-aller » ou d'autres qui vous disent « non, attention, c'est un complot mondial, c'est pour vous injecter des choses », des médecins, hein, alors qu'on n'entend pas suffisamment le corps médical en tant que corps médical s'exprimer sur l'aspect éthique de la question et venir nous dire ou nous expliquer, comme vous êtes en train de le dire, en leur âme et conscience, ce qu'il convient de faire pour que nous puissions retrouver un peu de certitude, un tant soit peu nous, les patients, nous, les malades. Je me pose la question justement, c'est la désolation de cette élite
Il y a eu, je vous ai cité quelques professeurs qui ont vraiment pris la parole, dont le professeur Bouzid, dont on a cité, le professeur Nasser Jijli, le professeur Khiyati, le président du Forum, lui aussi a critiqué l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Mais là, justement, en parlant d'éthique, le professeur Bokak, qui est président du Conseil national de l'Ordre des médecins et qui est membre du comité de suivi, lui-même avait critiqué la gestion de la vaccination. Il y a vraiment un cafouillage, mon ami Jamel Eddine, vraiment un cafouillage. Oui. Et surtout, il faudrait savoir une chose, c'est que les gens craignent les effets secondaires, parce que là, les vaccins que nous avons cités, que ce soit le Sputnik 5 ou alors l'AstraZeneca, qui ont la même modèle de transmission à vecteur viral, alors que le Pfizer, l'américain, le Pfizer BioNTech, le germano-américain, c'est à travers l'ARN messager, de même que le Moderna. Et là, justement, des chercheurs sont vraiment réticents, parce que là, c'est l'ADN carrément, et ils ne savent pas ce qui va se produire au bout dans quelques années. Parce que là, on touche carrément vers le gène, l'ADN qui se passe. Et là, vraiment, ça demande beaucoup de réflexion. Ça demande beaucoup de réflexion. Aziz Mouatz, même si vous n'êtes pas médecin, mais nous sommes en train de discuter. Les Algériens nous écoutent pour se faire une idée. On échange des idées d'autres. Personne n'a la vérité infuse. Le monopole. Absolument. Alors, Aziz Mouatz, vous-même, qu'est-ce que vous en pensez de cette... Alors moi, je vais vous faire des petits rappels historiques. D'abord, le phénomène de la vaccination. Oui. Et le mode de fonctionnement du système immunitaire. Ils sont connus depuis l'Antiquité. C'est pas nouveau. Oui, oui. D'ailleurs, je me rappelle que les gens s'inoculaient le microbe ou le virus. Oui. Je vais vous citer quelqu'un qui est très connu, qui est très célèbre. C'est le fameux Ibn Rushd. Oui, Averroès, comme ils disent. Dans une lettre au XIIIe siècle, écrite à son ami Maïmonide, Moussa ibn Maïmoun, oui, qui est un médecin juif qu'il n'a pas connu, mais avec lequel ils ont eu des échanges épistolaires. Oui. Il lui disait au milieu du XIIIe siècle qu'il avait constaté que lorsqu'un vacher, un éleveur, le Mourabbi al-Abqar, un cowboy, oui, il avait contracté la petite vérole, oui, qui était contractée par les vaches. Eh bien, lorsque la vraie variole venait, l'attaquer à l'espèce humaine, les bergers, ils vendaient les croûtes. Ils vendaient les croûtes. Ils avaient ces croûtes-là et ils étaient immunisés. Oui. Maintenant, on vient nous dire, je suis désolé pour mon contradicteur, l'ARN n'a rien à voir avec l'ADN. Il n'a rien à voir, ils ne se rencontrent jamais. La durée de vie de l'ARN, elle est d'une fraction de seconde. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ARN d'abord, pour que je puisse comprendre, moi, le profane? C'est très simple pour vos téléspectateurs. Oui. Désolé de faire un peu le scientifique. Non, mais c'est bien de nous instruire. L'ARN, c'est la photocopieuse. C'est la photocopieuse. D'abord, il a été isolé la première fois dans une université agronomique à Saragosse. C'est là qu'on l'a... Comment on a découvert l'ARN? Parce que ce n'est pas une molécule qui est produite tout le temps. Elle n'est produite que chez une cellule qui est dans le besoin de se multiplier. Et qu'est-ce que c'est l'ARN? L'ARN, qu'est-ce que c'est d'abord? L'ARN, c'est le système qui permet de photocopier, qui donne les informations à partir de l'ADN, qui est l'information de chaque individu. Il prend les principaux codants qu'il photocopie, il dit et avec ça, il va chez le pharmacien et il commande au réticulum endoplasmique, au ribosome, de produire à ce moment-là la protéine dont il a besoin. l'AstraZeneca, le Pfizer, ils ont pris justement les quelques acides aminés à l'ARN qui vont coder pour une protéine
qui est sur le virus. Avec la protéine, le virus, elle est sur la surface. Et comme tout le monde, on a tous des protéines de surface sur nos cellules qui nous identifient. Quand quelqu'un va, par exemple, si jamais le din faire une transplantation de rein, pourquoi on cherche l'histocompatibilité? C'est pour voir si l'identification du rein qui va lui être greffé n'est pas incompatible avec l'identité du rein qui l'enlève. Il achète une pièce de la même marque qui ne change pas. Donc cette identification, c'est ce qui permet de déterminer tous les virus et tous les êtres vivants. La partie qui est produite par l'ARN quand on fait le vaccin de Pfizer, elle va produire cette molécule et l'organisme auquel elle est injectée, il va la reconnaître comme étant une molécule étrangère. Et quand il la reconnaît, le système immunitaire va réagir contre elle. Il va réagir avec deux types d'armement, les cellules et les anticorps. Donc il a cette façon. Alors moi je ne comprends pas pourquoi les gens ils font semblant d'oublier. Il y a une mémoire immunitaire, c'est-à-dire que quand un ennemi vient dans un organisme pour la première fois, le système immunitaire il va lui faire une fiche d'identification. Et dès qu'il revient, il le reconnaît tout de suite et il va l'attaquer. C'est le b.a.-ba de l'immunité. C'est tout. Alors, je vous pose donc la même question. Et vous, Aziz Mouatz, en votre âme et conscience, vous qui semblez très bien informé sur la question, si je vous posais la question, qu'est-ce que vous pensez de ces vaccins? Est-ce que vous pensez qu'ils sont fiables, que nous pouvons y aller, nous faire vacciner, faire la chaîne, essayer d'être parmi les premiers à nous faire vacciner? Vous me répondriez quoi? Moi, je vais me faire vacciner tout de suite et avec n'importe lequel des vaccins, le russe, le cubain, le chinois, le néo-zélandais, le sahraoui, vous me ramenez n'importe quel, pourvu qu'il y ait une identification de la molécule, que c'est vraiment une partie de ce virus, ou alors un ARN, et c'est le meilleur parce que c'est la dernière génération de vaccins. Moi, je suis partant et je demande à tout le monde de se faire vacciner et tout le monde devrait se faire vacciner sans aucune réticence. On n'a pas trouvé, d'ailleurs, c'est pas la peine de trop chercher, on ne trouvera pas un médicament contre le virus. Le mode de fonctionnement, la façon dont écoutez, sur le sida, ça fait quand même 40 ans qu'on travaille dessus, on a des tas de molécules, mais jamais quelqu'un ne guérit du sida si son système immunitaire n'est pas remis en service et ne réagit pas. Et pourquoi alors, Aziz Mouatz, pourquoi alors d'éminents médecins, les réseaux sociaux en pullulent de déclarations de ces médecins qui sont en train de nous dire non, attention, les vaccins ne sont pas bons, n'allez pas vous faire vacciner. Ils disent à peu près ce que dit Mohamed Lamine Chiban. Il y aura peut-être un vaccin avec suffisamment de recherche, mais pour le moment, tous les vaccins quasiment ne sont pas vraiment fiables. Les vaccins sont fiables, ils l'ont démontré. Ils l'ont démontré d'abord à travers les tests. Il y a des publications scientifiques. Évidemment, le commun des mortels ne lit pas toutes les publications scientifiques, mais il y a des publications mais qui sont ils ne peuvent pas le très démontrer, sérieuses. ça vient juste de commencer. Il faut un temps de recul pour pouvoir évaluer. C'est démontré, si jamais le din, il y a eu les seuls cas, et là c'est normal, c'est aussi le système immunitaire, il y a des moments où le système immunitaire fait un bug. On appelle ça un choc anaphylaxique, c'est-à-dire qu'il s'emballe, il ne reconnaît rien du tout, ben il s'autodétruit. Parce qu'il n'arrive pas à lutter contre le virus, ben il s'autodétruit, il s'enflamme. Ça arrive rarement, mais ça arrive, c'est un cas d'école. La réaction anaphylactique, c'est un cas d'école. Il y a des personnes qui ont des comorbidités, il y a des personnes, rien qu'à l'injection, sans rien dedans, même un placebo, dès que vous mettez la piqûre, le gars il réagit, il fait un emballement et il peut en mourir. C'est connu. Mais ça, c'est un cas sur 1 million. C'est un cas sur 1 million. Toutes les maladies contre lesquelles l'humanité a pu lutter, c'est grâce au vaccin, c'est pas grâce à autre chose. Et sur les virus, désolé, toutes les molécules qu'on vous sort tous les jours, c'est des molécules qui ne marcheront pas parce que le virus, il a un moyen de protection, il rentre à l'intérieur de la cellule, allez le chercher vous une fois qu'il est à l'intérieur de la cellule et qu'il est en train d'occuper exactement l'ADN et nous allons laisser Dr Mohamed Lamine Chiban répondre. Mohamed Lamine Chiban? Oui, tout à fait. Je vous en prie. Si jamais le dit, regardez, quand on parle d'efficacité de ces vaccins, alors que ce soit le Sputnik 5, dont le laboratoire parle de 95%. Oui.
Et dans une autre étude, dans un journal spécialisé, parle de 95%. Déjà, il y a une guerre déjà entre l'Occident et la Russie pour minimiser un petit peu l'efficacité de chaque vaccin. Quand vous prenez l'AstraZeneca lui-même, le laboratoire AstraZeneca, il vous dit l'efficacité du vaccin est à 70%. Comment voulez-vous que le professeur qui vient de faire une déclaration lui roule les vaccins sont jusqu'à 90%, alors que on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Le laboratoire AstraZeneca, qui est un laboratoire international connu, anglo-suédois, avec l'université d'Oxford, il roule qu'une efficacité de 70%. Bon, oui, mais pardon, un petit rectificatif. Pour ce qui est de AstraZeneca, et c'est une information qui vient de tomber un peu toute fraîche, vous savez qu'ils ont commis une erreur en injectant la première fois, parce qu'il y a la première fois et le rappel. Quand ils ont injecté la première fois, sur certains patients, ils ont commis une erreur. Ils ont injecté moins que la dose. Et qu'est-ce qui s'est avéré? Il s'est avéré qu'au rappel, l'efficacité est montée à plus de 90%. Et ils se sont rendus compte, moi je ne suis pas médecin ni biologiste, je ne pourrais pas expliquer, et ils se sont rendus compte que la première dose doit être injectée à faible quantité pour permettre, je ne sais pas quoi, une immunité quelconque que je ne pourrais pas vous expliquer. Et ils ont découvert par hasard, grâce à une erreur d'injection, que l'AstraZeneca passe de 70 à 90%. Et je vous laisse poursuivre. Oui, justement, mais là, justement, je voudrais vous préciser, comme l'a si bien dit votre intervenant. Aziz Mouat. Oui, que je salue d'ailleurs. Ces vaccins diffèrent, chaque vaccin, donc quand on prend le Sputnik 5, le russe, ou quand on prend l'AstraZeneca, ce sont des vaccins à vecteur viral. Alors que quand vous prenez le chinois, par exemple, c'est autre chose, c'est tout à fait autre chose. Et le chinois, d'ailleurs, son efficacité, le laboratoire lui-même, Sinolab, il roule 79%. Et alors là, le vaccin chinois, c'est le classique. On dit c'est le classique, c'est le virus inactivé. Il est détruit partiellement. Quand vous prenez le Pfizer-BioNTech, le dernier, qui est dans le monde et qui coûte très cher d'ailleurs, et qui demande justement des moyens très très sophistiqués pour sa conservation. Il est à presque $19 la dose, 19,5 la dose, et la dose. Hein. Donc, il demande donc une conservation à 2 mois, 70, 180, chose qui était impossible chez nous en Algérie. Alors, le Pfizer et le Moderna, pour ne pas revenir, peut-être que au final, mais c'est un peu c'est à travers l'ARN messager. C'est-à-dire que quand vous prenez le Sputnik, par exemple, le Sputnik, qui est la même manière que l'AstraZeneca, on injecte un morceau de code génétique, et c'est ce qui fait justement cette méfiance de la part de certains chercheurs. Parce que certains chercheurs, jusqu'à présent, disent on est contre tout ce qui en touche au matériel génétique. Alors pour le Sputnik 5 et l'AstraZeneca, on injecte un morceau de code génétique du coronavirus dans un virus connu et inoffensif. Genre à peu près qui m'a dit pour l'Ebola. Et c'est là où les gens, certains chercheurs, je préfère le chinois, le classique. Donc là, il n'y a pas assez de recul, mon ami Jamel. Alors, déjà, comme ça, des spécialistes en la matière qui parlent de ce sujet très complexe, en des termes que vous essayez pourtant de rendre accessibles à tout le monde, comment alors, dans de telles conditions, pouvoir faire une campagne de sensibilisation à destination de toute la société? Comment pourrait-il procéder? Vous parlez de l'Algérie? Oui, de cette campagne de sensibilisation qu'on nous annonce. Comment pourrait-il expliquer aux gens, les convaincre d'aller se faire vacciner dans de telles conditions et avec de telles appréhensions, j'allais dire? On s'est rappelé les années 70, des campagnes de volontariat. Vous vous rappelez? Oui. Et comment? Alors on prenait les étudiants, les comités pédagogiques, révolutionnaires, donc au Raj'ia, au socialisme, au trans, il a fait voilà où nous sommes là justement. Non, mais c'est à la même école, c'est toujours c'est la même politique depuis 62. Oui.
Concernant les vaccins, si je me le dis, si vous permettez. Oui, parce oui, que je vous vous en savez prie. qu'il y a plus de 70 vaccins qui sont en cours. Moi, je vais Sputnik 7. Déjà, les Russes, ils ont le Sputnik 7. Et ils ont les Pisa coronavirus, où ils font le 100%, le deuxième vaccin. Et ils sont dans un troisième vaccin, un deuxième les Russes. Alors, il y a plus de 70 vaccins qui sont en cours d'études cliniques. C'est-à-dire, la phase. Alors qu'il y a d'autres, il y a plus de 90 qui sont en phase de développement. Chaque pays, pratiquement, rien Ça veut dire réellement, ce sont les premiers balbutiements d'une nouvelle aventure médicale ou biologique, ou je ne sais pas comment on pourrait dire. C'est vraiment le début de quelque chose. On ne peut pas dire qu'il y a eu un résultat probant, vérifié, contrôlé, etc. C'est vraiment le début de quelque chose. Il y a eu des effets secondaires, si jamais le dis, que ce soit même pour Moderna, qui est le labo américain, le vaccin américain, oui. Il y a eu des cas de paralysie faciale. Il y a eu des problèmes d'allergie. Et d'ailleurs, le professeur Abdelbasset, qui est chef de service au CHU d'Alger, de Ruiba, il coule attention à ceux qui sont allergiques, ceux qui ont des problèmes d'allergie, parce que ça peut être mortel, ce vaccin. Je ne diabolise pas, mais je ne fais que relater ce que dit un professeur chef de service dans un CHU d'Alger. Ceux qui ont des problèmes d'allergie respiratoire au coucher, ça peut entraîner la mort. D'ailleurs, il y a eu des cas de paralysie faciale pour Moderna, il y a eu des cas aussi d'allergie, de forte allergie pour le Pfizer-BioNTech. Mais je vous dis une chose, si Jamel Din, quand vous prenez vous me dites pourquoi l'Algérie a choisi le vaccin Sputnik et le vaccin chinois. Parce qu'il y a un problème de coût, et il y a un problème de disponibilité, il y a un problème de conservation. Oui. Et moi, je pense que le facteur commun entre Sputnik 5, le russe, ou le chinois Sinopharm, ou l'AstraZeneca, il ne nécessite pas de conservation. Au simple frigo, même chez le pharmacien, il peut te vacciner parce que c'est en intramusculaire, et donc ils peuvent le faire. Je pense que le comité de suivi, les autorités sanitaires ont choisi ces 3 vaccins parce que ce sont des vaccins qui sont que l'Algérie exactement peut accepter. C'est dans ses moyens et c'est dans ses moyens de conservation surtout. Il n'hésite pas de conserver à moins 60, 80 degrés, etc. À mon humble avis, je pense que c'est justement la conservation. Oui. Parce qu'ensuite vient la disponibilité. Et le pays qui a fait le vaccin. Depuis le mois de mai, oui. Ils ont reçu, paraît-il, je l'ai déclaré, je l'ai dit à une émission en RSTV vendredi passé, ils ont ramené 2 millions de doses d'AstraZeneca, oui. qui est produit de Rockland, l'usine en Inde. Oui, oui. Produit britannique fabriqué en Inde. Absolument. Moi-même, جابوا 2 مليون. احنا يرانا مازال ما جبنا والو. ما كان والو pour le moment. Ou les 500 000 Kainin, il faut les diviser en deux, donc tu vas toucher 250 000. Moi, je pense qu'il y a un véritable cafouillage. Et puis, le professeur il y a vraiment une opacité. C'est propre à la politique ternaire. Comme tout le reste. Tout le reste, c'est spécifique à l'Algérie. Et restez avec nous, Mohamed Lamine Chibane. Aziz Mouat, un commentaire avant que je vous pose une question en particulier? Je voudrais juste rappeler à votre invité que je suis bien bas. Mohamed Lamine Chibane. C'est Mohamed Lamine Chibane, marhaba. Je voudrais juste lui dire que 70% de taux de réussite, il le sait très bien, je sais qu'il est bien placé, ils ont fait des études, même si on peut oublier. Quand dans une population, vous avez 70% de la population qui ne transporte plus le virus. Encore une fois, une des bêtises qui est colportée par les médias. Comment quelqu'un qui est vacciné, il transporte le virus?
Comment on peut imaginer qu'il est vacciné, donc il a produit des anticorps et il peut être contaminant. Mais expliquez-moi quelque chose d'abord, Aziz-moi, expliquez-nous quelque chose. Oui. Quand un vaccin est fiable à 60%, efficace à 60%, oui. Est-ce qu'il est fiable à 60% par individu vacciné? Ça veut dire, j'ai, moi, 60% d'être guéri, ou est-ce que c'est 60% par rapport à la population vaccinée? Exactement. C'est par rapport, c'est-à-dire quand vous injectez à 100 citoyens le vaccin... Il y a 60 parmi les 100 où le vaccin est efficace. Qui produisent des anticorps. Moi je pensais que c'était par individu. Chaque individu a 60% de chance de réussite. C'est très bien de penser comme ça, si jamais vous me permettez de rebondir. Très bien, très bien. Parce que c'est fondamental. C'est d'une simplicité. J'ai enseigné pendant 35 ans l'immunologie et j'ai travaillé sur la production d'anticorps, j'ai travaillé sur la production d'antisérum. Le professeur Chibel qui est en face, c'est ce que c'est que les dosages radio-immunologiques qui furent la panacée il y a 20 ou 30 ans. J'ai eu la chance de travailler dans un grand laboratoire avec une grande équipe de recherche où on a produit des anticorps et des antisérums pour faire le dosage radio-immunologique. L'organisme humain ou animal, quand il est en contact pour la première fois avec un organisme étranger, il détermine d'abord s'il est dangereux, s'il n'est pas dangereux. Parce que vous imaginez que les organismes étrangers, vous en avalez des milliards rien qu'en respirant une fois. Tous ces organismes ne sont pas nocifs pour votre organisme. Donc l'organisme, il ne les reconnaît pas comme étant des ennemis. Donc ils s'en fichent royalement, ils s'adaptent, ils riche madame. Quand un organisme extérieur, un virus ou une bactérie, est dangereuse, là des signaux extérieurs que l'organisme reconnaît, dit attention, celui-là il est dangereux. Quand vous faites une première vaccination, et c'est très bien l'exemple d'AstraZeneca que vous avez donné, avec la deuxième dose où ils se sont trompés, c'est d'une simplicité. Quand vous avez un premier contact, l'organisme réagit par une première production d'anticorps. Elle n'est pas très importante. Le deuxième contact, quelle que soit la durée ou l'intervalle, il va y avoir une réaction très forte. C'est quoi? Premier contact, je te signale, je garde ça en mémoire. Mais dès que tu reviens, directement. Donc je sors la grande batterie, la grande affilie. C'est le b.a.-ba de l'immunologie. Premier contact, petite réaction. Ça veut dire que vous produisez quelques anticorps, une faible concentration. Mais le deuxième contact, il y a une très forte augmentation. Et c'est uniquement en dosant ces anticorps qu'on dit que le rappel est indispensable parce qu'il produit. Mais l'initiation de la mémoire, ce n'est pas le deuxième contact. Je suis désolé, c'est le premier. Alors, la question que je voulais vous poser, à supposer que nous allons recevoir donc beaucoup de vaccins, de quoi suffira tout le monde. D'abord, d'après vous, comment définir les priorités, d'abord, et ensuite, comment mener une véritable campagne de vaccination, une campagne de vaccination digne de ce nom en les circonstances actuelles? C'est la question à me poser à moi? Oui. Moi, c'est très simple. Vous avez d'abord, d'ailleurs même le professeur Fora, il a un peu esquissé la courbe, c'est une méthode universelle. Pour les personnes cibles, c'est les personnes âgées, porteurs de comorbidité. Il y a 4 millions, ils sont ciblés, ils sont connus à la CNAS, ils sont connus par les pharmaciens, ils ont des cartes Chifa, ça ne posera aucun problème. Deuxièmement, et peut-être simultanément, pour ne pas faire de discrimination, parce que c'est pas normal. Simultanément, il faut vacciner le corps médical parce que c'est la première barrière. Oui. Mais tout le corps médical, même le jardinier, le professeur. Ça, c'est les deux priorités et on les met ensemble. Moi, j'aimerais bien qu'on démarre les deux formules parce que le corps médical, on n'en a pas deux, il n'y en a qu'un seul, c'est que celui-là. On en a déjà perdu 150, Allah yarhamhum, c'est déjà beaucoup et c'est énorme. Et il faudrait absolument, parce que ça participe d'un bon sens. Ce sont les gens qui sont les premiers en contact avec les malades, donc qui peuvent être contaminés. Il faut les protéger, c'est une évidence. Aziz Mouatz? Oui. Vous êtes avec nous. Alors, une question, j'allais dire, existentielle, si je peux me permettre. Si demain, les gens refusent de se vacciner, et notamment au sein du corps médical, est-ce qu'il faudra penser à légiférer,
à rendre le vaccin obligatoire, un peu comme la diphtérie, le tétanos, le choléra, où la loi existe qui rend la vaccination obligatoire. Moi, je pense que la première fonction d'un citoyen, avant d'être un fonctionnaire ou un médecin, c'est de se protéger et surtout de protéger l'autre. هذه سنة ماشي d'abord quand on est en contact avec les gens, je pense qu'on n'a pas besoin de leur imposer ni de leur expliquer. Ils savent très bien qu'ils sont une cible privilégiée. Moi, franchement, je ne me permettrai pas d'expliquer à un médecin qu'il doit se protéger. Il sait qu'il doit se protéger. Maintenant, si vous avez toute une partie de la population du corps médical ou du corps paramédical qui refuse, à ce moment-là, il y a des réglementations. Moi, je ne suis pas le quartier latin. Hein. Moi, je vous dis, il y a nécessité. La nécessité fait force de loi. De même, j'avais oublié encore le corps des enseignants universitaires, des enseignants dans les CEG, dans les lycées, c'est la deuxième génération à laquelle il faut pour qu'ils soient complètement à l'aise, parce qu'on n'imagine pas un pays sans université et sans école et sans collège et sans lycée. C'est aussi des gens, à ce moment-là, il faut faire des choix. Si on veut faire ce métier, je suis désolé, le soudeur, quand vous lui donnez son outil pour souder, on lui donne aussi un verre qui lui contre les rayons. Le soudeur qui n'accepte pas, il rentre à la maison. C'est clair, net et précis. C'est pas le moment de faire de la philosophie. Maintenant, les gens qui, eux, sont convaincus qu'il ne faille pas se faire vacciner, là, mais ils ne peuvent pas mettre en danger la vie des autres. Pas ce droit. Nul n'a ce droit, d'ailleurs. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Dernière question à Mohamed Lamine Chiban. Je suis tenté de vous poser la même question. Si demain, la situation s'aggrave, que les chiffres montent, et que l'État, appelons-le comme ça, opte pour une vaccination obligatoire, comme c'est le cas pour certaines affections, la diphtérie, le tétanos, le choléra. Est-ce que vous pensez que c'est faisable de passer par le législateur pour rendre la vaccination obligatoire? Le jour où il y aura une assemblée nationale élue, et il y aura des députés, vraiment des députés, des scientifiques, avec le temps on pourrait discuter. Mais pour le moment, le vaccin Mazel Majesh, je respecte le point de vue de votre intervenant, M. Moati, mais je tiens à lui dire aussi que d'autres chercheurs américains, anglais, italiens sont contre cette version et ils sont contre la vaccination. Et déjà, si jamais le din, est-ce que vous savez, vous êtes au courant qu'il y a eu des variants du coronavirus? Déjà, il y a des mutants. Et d'ailleurs, le professeur Bouzid, dont j'ai cité au tout début, il a critiqué la gestion de la vaccination et il parle de séquençage. Il dit il existe des séquenceurs à l'Institut Pasteur, parce que ce mutant en Afrique, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil. Il y a eu le virus lui-même a changé. Et il y a d'autres études, ils disent qu'à la deuxième dose, il y a eu des morts. Ceux qui ont été vaccinés, moi je ne diabolise pas, mais je ne vous dis que ce que j'ai vu par des chercheurs. Qu'il y a eu à la deuxième dose, il y a eu des morts, il y a eu des décès. Donc déjà, au niveau de l'Institut Pasteur, et d'ailleurs le professeur Bouzid, il critique cette gestion, il dit comment se fait-il, des séquenceurs. Il parle peut-être, mais les réactifs. Alors là, c'est toujours le même problème, le manque de réactifs. Alors, ces versions mutants du virus COV2, qui ont été découverts en Angleterre, en Afrique du Sud d'ailleurs. D'ailleurs, les États-Unis ont fermé la frontière. Les gens de l'Afrique du Sud ou de l'Anglise ou du Brésil. Parce que les mutants, justement, ces mutants sont beaucoup plus contagieux et plus mortels. Alors, mon ami Jamel Mezel, nous n'avons pas assez de recul. Et on a ceux, et je respecte le point de vue, qui m'a votre invité, que je respecte, et qui dit que, bon, il faut se vacciner même par le vaccin cubain, ou à Mourtana. Mais il y a كثير من الناس اللي راح يقولوا le vaccin chinois يقول لي حب السما chinoiserie. يقول لك ما نحبش le chinois. Donc, ce n'est pas pour le discréditer, mais je vous dis, يقول لك أنا je veux l'américain. كل واحد كيفاش.
Nous sommes 40 millions d'habitants, je suis un scientifique, je suis médecin, j'ai 40 ans d'exercice. Et croyez-moi, si tu choisis entre le chinois et l'américain, je trouve que c'est un. Et loin du complexe, il faut dire la vérité. Donc Merci. là, oui. Mais oui, allez-y, poursuivez, finissez votre phrase. Voilà, donc nous n'avons pas assez de recul. Nous n'avons pas assez de recul pour ce vaccin. نطلب ربي يرحمنا ويسترنا. Amin. C'est tout ce que nous pouvons dire. Mais aussi, je lance un appel aux autorités pour qu'ils aident les nécessiteux. Quand je vois que Joe Biden, il a augmenté la pension aux nécessiteux, mais les 15 à 600 $. Les nécessiteux aux États-Unis, هو 2000 $. شحال 2000 $, si jamais le dit en centimes algériens. 40 مليون. 40 مليون. حنا كيتبون راهو عد مليون مازال ما داومش. Merci, docteur Mohamed Lamine Chibane. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je vais donner le mot de la fin à Aziz Mouatz. Mais une info qui vient de tomber, je vais vous la donner comme elle est, excusez-moi. Les Chinois viennent d'éprouver, de découvrir une méthode plus fiable de test, plus fiable que par le nez ou par la bouche. C'est une méthode rectale, c'est une méthode de prélèvement par un écouvillonnage rectal, un prélèvement pour faire le test par la voie anale. Aziz Mouatz, vous avez le mot de la fin en moins d'une minute, s'il vous plaît. Nous avons dépassé le temps de l'émission. Alors, merci et merci sur Chibane. Pour ce qui est des séquenceurs, même la France, qui est membre du Conseil de sécurité, n'a pas assez de séquenceurs et ne fait pas de séquençage. Je ne vois pas pourquoi on va encore s'aligner sur Deuxièmement, et ça c'est déterminant, un virus, c'est aussi là le b.a.-ba de l'enseignement de la virologie. Un virus qui ne mute pas n'est pas un virus. Par définition, le virus, il mute. C'est un principe. L'exemple le plus probant, c'est l'exemple de la... Tous les ans, il y a un nouveau virus. C'est leur façon à eux de se protéger. Oui. Et donc, qu'il y ait des mutants qui apparaissent en Angleterre ou là, aux États-Unis ou là au Brésil ou là en Afrique du Sud ou là à Alexandrie ou là rien d'étonnant. Ce qui est important, c'est la taille de la mutation, l'importance de la mutation. Si elle est trop importante et que les anticorps que vous avez ne la reconnaissent pas, il faut changer de vaccin. Et l'ARN le permet. L'ARN le permet. Alors c'est là où il y a la contradiction, mon collègue. Alors on a un vaccin qui est excellent, qui est très bon, qui est inoffensif, parce qu'il y a moins d'adjuvants dedans, hein, je vous le signale au passage. Le vaccin ARN vous permet en 3 semaines, avec les nouveaux mutants, de produire un autre vaccin qui, lui, va reconnaître à 90 ou à 95% le nouveau virus. Donc la seule solution qui nous reste, c'est la solution du vaccin, et j'espère que nos responsables nous écoutent ou qu'ils ne nous écoutent pas. Très souvent, ils ne nous écoutent pas, c'est dommage. Ils doivent faire le... Ah, vous n'en savez rien. Je peux même vous assurer du contraire. je peux vous l'assurer. Qu'il va rapidement faire entrer le vaccin le plus disponible, qu'il soit russe ou chinois. Moi, je vous dis franchement, aucune contre-indication. Une remarque pour le vaccin, le mutant anglais. Il n'y a aucune étude scientifique, professeur Chibane, qui prouve qu'il est plus mortel. Aucune. Merci. C'est un article de presse. Un article de presse, pour moi, c'est un article de presse. Il est valable une demi-journée ou une demi-heure. Aucune preuve scientifique de la super mortalité ni de la super, comment dirais-je, j'ai perdu le terme, occulté ou là du virus. Ça n'a pas été démontré. C'est des chiffres qui sont traités par des journalistes et par des hommes politiques. Je me méfie beaucoup. Aucune preuve scientifique n'a été démontrée. Nous attendrons donc des publications universitaires et des... virulent et qu'il est plus mortel. Ça n'a pas été démontré, c'est juste de la communication. On n'a pas la preuve formelle. Très bien. Par contre, les mutants merci là, Aziz. Ils sont attendus. Merci Aziz Mouatz, merci Mohamed Lamine Chibane, merci Karim Kabir.
Aziz, quand je vous disais qu'ils vous écoutaient, ce n'est pas qu'ils écoutent vos conseils ou vos recommandations. Ils vous écoutent là, maintenant, à la télé, et ils vous regardent. Merci beaucoup, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bkhaw ala khair, b'slama.